Alors, c'est la grande question et qui va aussi dépendre justement de quelle pathologie, de quel sous-type histologique. Et notamment pour le Hodgkin, effectivement, comme on gardera, je pense, la séparation localisée avancée, on ne peut pas mettre le même seuil pour des lymphomes de stade localisé. Donc, c'est vrai que les stades localisés, nous, on avait trouvé un seuil autour de 140, alors qu'il était beaucoup plus élevé pour les stades avancés pour être discriminant. Voilà. Après, c'est vrai que par exemple, dans le DLBCL, où il y a moins cette problématique de localisé avancé, le seuil autour de 200, 250 a l'air d'être assez, voilà, a l'air de fonctionner. Non. Peut-être une précision parce que pour le calcul du volume métabolique, il y avait des tas de techniques différentes. Hein. C'est-à-dire que pour obtenir la délinéation de chacune des cibles, on peut utiliser des seuils relatifs par rapport au SUV max de la lésion ou alors des seuils fixes, un SUV A4, un SUV A2,5, etc. Donc les performances de ces différentes approches sont globalement assez proches. Les résultats de volume ne sont pas les mêmes du tout. Et les impacts, voilà. Donc, ce qui est fait dans le LISA, et Anne Ségolène confirmera, c'est qu'on prend un seuil à 41% de chacune de la SUV max de chacune des lésions. Et après, on a le volume unitaire de chaque lésion et on fait la sommation de l'ensemble des lésions. Donc, le seuil qui permet de différencier les patients à haut risque, à faible risque sur la base du volume, il dépend aussi de la façon dont on a déterminé ce volume métabolique. Donc, le seuil qu'a établi Anne Ségolène, c'est 147 cm3, comme elle vous l'a montré dans H10. Dans HL 2011, on est à 220. Mais si on veut regarder, par exemple, quelle est la valeur pronostique chez les patients qui sont TEP2+, parce qu'on se pose quand même la question, puisque ceux-là vont plutôt moins bien, même si on continue le BICOP escaladé. En fait, le seuil de baseline, pour prédire un échec des TEP2+, car comme vous l'a dit justement Luc, la valeur prédictive positive d'une TEP intérimaire est quand même bien plus faible que la valeur prédictive négative. Si on regarde le volume métabolique, pour prédire finalement l'échec des TEP2+, eh bien, on est à un volume à 350 millilitres. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc, est-ce qu'on veut avoir le pronostic global de toute la cohorte ou est-ce qu'on veut poser certaines questions qui vont faire que les seuils vont bouger? Après, il y a un travail en cours collaboratif justement international pour essayer justement de proposer une technique qui ne sera pas forcément une technique la plus optimale, mais qui sera au moins une technique plus universelle et justement, voilà, peut-être plus pour essayer de le standardiser. Voilà. Oui, et gardez bien à l'esprit, dans tous ces essais cliniques, le volume métabolique, il est évalué de façon centralisée, justement, enfin, pour être reproductible. Donc, c'est faire très attention avec les évaluations locales qui peuvent être faites et pas les retranscrire sur des données d'essais cliniques. Merci beaucoup, Anne Ségolène. Je crois qu'il est maintenant temps d'attaquer un petit peu la clinique. Et donc, je remercie le docteur Thomas Gastine qui est venu de Bordeaux et Nantes, pardon, excuse-moi, et qui va donc aborder la stratégie pour le traitement des formes disséminées dans le lymphome de Hodgkin. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, un petit peu de clinique après tous ces topos ce matin. Je ne pouvais pas commencer le topo sans remontrer quand même qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sphères de survie et de pronostic dans la maladie de Hodgkin que dans la plupart des cours de DES que vous avez pu avoir et que vous aurez, puisque comme vous voyez là, c'est une pathologie dont le pronostic a fondamentalement été transformé, alors même qu'on sait qu'elle met en jeu le pronostic vital à court terme chez ces patients, depuis les chimiothérapies combinées de type MOP jusqu'aux derniers essais d'ABVD modifiés avec les nouvelles molécules, le pronostic s'est vraiment transformé. Et donc, toute la question est de savoir maintenant, c'est comment améliorer ces résultats dans le futur et quelle sera la prise en charge de nos traitements dans les années à venir.
Pour parler de stades avancés, alors c'est un peu plus simple que lorsqu'on parle des stades localisés. Globalement, les groupes sont assez d'accord. On parle bien de maladie de Hodgkin de stade 3-4 de Stan Arbor, et ça constitue pour le groupe anciennement GELA-ERTC les malades de haut risque. Pour le groupe allemand qui est le GHSG, sont inclus dedans les patients qui sont de stade localisé avec des signes généraux et qui ont en plus soit un gros médiastin, soit une atteinte extranodale de continuité. Pour les groupes américains, c'est aussi les stades 3-4, et les stades 1 et 2 sont pris en charge comme des fortes masses lorsqu'ils ont des atteintes bulky. Et les atteintes sous-diaphragmatiques, dont on sait que même si elles sont localisées, elles ont quand même des pronostics différents des formes sus-diaphragmatiques localisées, sont comptées comme des stades avancés. Alors, en termes de facteurs pronostiques, et je ferai très vite, les facteurs pronostiques a priori, j'entends, il y en a eu plusieurs d'utilisés, et maintenant vous travaillez tous dans les services d'hématologie, et vous savez qu'en fait, dans le poids décisionnel, ces facteurs pronostiques en fait, sont peu impactants. L'un des plus connus dans les formes disséminées, c'est le score pronostique international dit score d'Eisenklever, qui est donc un score qui a été établi sur environ un peu plus de 4000 malades, qui avait pour but de prédire la PFS chez les malades de stade avancé. Il faut savoir que dans cette étude, il y avait très peu de stades localisés avec des fortes masses. Donc, en fait, il est très peu pertinent chez ces malades-là. Et en multivarié, il y avait 7 facteurs que vous voyez ici qui sont sortis, qui étaient l'albumine, l'hémoglobine, le sexe masculin, le stade 4, l'âge et des données de l'hémogramme. Autre facteur, voilà pour le coup, des facteurs pronostiques décrits dans la littérature, mais qu'on n'utilise pas du tout en pratique courante, l'infiltration macrophagique, on en a parlé tout à l'heure avec plusieurs papiers dont on sait que les résultats sont parfois difficiles à reproduire. Le CD30 soluble, les interleukines ont montré un impact sur la survie des patients. Et bien sûr, la TEP, comme on a parlé, Anne Ségolène, avec surtout comme impact pronostique le fait qu'environ 20% des patients sont upstagés vers des formes plus avancées. Comment parler des stratégies sans refaire aussi un petit peu d'histoire? Vous savez qu'en fait, les polychimiothérapies dans la maladie de Hodgkin ont débuté dans les années 60, et la première, la plus décrite, c'était le MOP, avec l'utilisation surtout donc, de meclorétamine, qui est un dérivé de moutarde azotée, extrêmement toxique sur le plan hématologique, qui donne aussi à long terme beaucoup plus de toxicité médulaire et de cancer secondaire. Mais c'est les premiers taux de rémission et de survie sans progression, qui est à peu près de 45% à 3 ans avec ce traitement-là. C'est l'arrivée d'une polychimiothérapie que vous connaissez bien, qui est l'ABVD, qui a été établie par des Italiens et par Bonadonna, avec un premier essai qui avait montré une efficacité supérieure au MOP et surtout une toxicité qui paraissait quand même bien moindre. Et il y a eu plusieurs autres essais comparant le MOP seul à l'ABVD ou MOP avec une alternance d'ABVD et l'ABVD, qui ont toutes montré à chaque fois que le MOP faisait moins bien que lorsqu'il y avait de l'ABVD incorporé dans la chimiothérapie, et surtout une toxicité à court et à long terme qui était radicalement différente, ce qui a fait que l'ABVD est devenu un standard de chimiothérapie dans le monde entier. Pour parler de maladie de Hodgkin, il faut évidemment aussi parler d'effets secondaires, puisque compte tenu des excellents taux de rémission complète et de survie sans rechute, on sait, c'est l'une des pathologies sur laquelle on a le plus travaillé en termes de effets secondaires du traitement sur le long terme. Et ce qu'on sait très bien, c'est que le risque de voir survenir des néoplasies secondaires chez les patients atteints de maladie de Hodgkin est largement plus élevé que dans la population standard. On estime que chez les patients qui ont eu de la radiothérapie, il peut atteindre parfois 4 à 5 fois les risques de cancer secondaire de la population standard, avec, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, des risques qui finalement n'ont pas tellement bougé entre les années 60 et les années 2000. C'est probablement différent maintenant. Mais c'est une des raisons qui a poussé à modifier nos prises en charge. C'est aussi vrai sur la toxicité cardiaque, dont on sait très bien que les anthracyclines ou la radiothérapie ou les deux cumulés entraînent un risque non seulement de cardiopathie, mais de valvulopathie et de morbidité. Donc, c'est dans cette maladie quand même quelque chose d'assez paradoxal, c'est que jusqu'en tout cas avec les traitements jusque dans les années 2000, nos traitements induisaient plus de mortalité que
la maladie de Hodgkin en elle-même, puisque une fois les 10 années passées, surtout les 6 premières années, on ne constatait plus de décès de malades liés à la maladie de Hodgkin, mais c'est des cancers secondaires qui parfois arrivent 40 ans après la radiothérapie que les patients décédaient de nos traitements. Et donc, dans nos choix thérapeutiques, quels qu'ils soient, c'est vraiment une conscience importante qu'il faut avoir qu'on traite à la fois la maladie et on essaie de préserver l'avenir de ces patients qui, comme vous le savez en plus, sont en majorité jeunes. Alors, comment améliorer ces résultats? 3 pistes. La première, ça a été d'intensifier les traitements, et ça, c'est le groupe allemand. Évidemment, l'arrivée de la TEP comme facteur pronostic aussi a posteriori, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, était importante. Et puis, depuis dans début des années 2010-2012, enfin des nouvelles molécules dans cette maladie nous a permis de pouvoir entrevoir une modification du modèle de traitement. Alors, le BICOP escaladé, c'est quoi? Donc, c'est le groupe allemand qui, dans les années 90, sur des modèles, a déduit que l'intensification du traitement aurait probablement un effet cytotoxique bien plus important sur la maladie et qu'ils ont créé 2 régimes qui étaient le BICOP standard et le BICOP escaladé. Donc, vous savez que la BVD, c'est un J1, J15. La BVD, lui, c'est toutes les 3 semaines. C'est 3 jours d'hôpital de jour en règle générale avec un retour à J8. C'est un peu moins d'anthracycline, des doses de bléomycine qui sont les mêmes, mais à la place de la dacarbazine, on a la procarbazine, un peu plus toxique, un peu plus leucémogène, et des fortes doses d'endoxan majorées par rapport, dans le BICOP escaladé par rapport au BICOP. Et donc, si cette chimiothérapie est venue concurrencer la BVD, c'est suite à un essai qui était l'essai H9, énorme essai. Le groupe allemand a une puissance de recrutement qui est très important et c'est fait toute leur force parce qu'ils arrivent à mettre parfois des milliers de patients dans leurs essais. Et dans cet essai qui comparait le BICOP standard au BICOP escaladé à une alternance COP-ABV, qui était un mélange d'ABVD et d'endoxan au covin et de la procarbazine, il y avait non seulement un avantage en termes de survie sans rechute des patients, très net, mais aussi un avantage en survie globale. Les patients perdaient une chance d'être guéris si le traitement n'était pas tout de suite intensifié. Et ces résultats ont été mis à jour en 2009 avec les courbes de survie que vous voyez ici à 10 ans. Problème, évidemment, en intensifiant, on a de la toxicité, une toxicité hématologique qui est indéniablement plus importante que la BVD. Vous l'avez déjà certainement expérimenté dans vos centres. Plus de neutropénie, plus de thrombopénie et surtout, alors c'était du COP-ABV, mais quasiment 5 fois plus de risque d'infection. Un risque non négligeable chez ces patients-là, c'est l'impact sur la fertilité. Avec la BVD, les jeunes hommes sont azoospermiques, mais la moitié au moins, enfin la majorité récupère des fonctions d'une fertilité normale, alors qu'avec le BICOP, ils sont pour une grande majorité stériles. Et chez les femmes, il y avait un gros impact sur le risque de ménopause précoce. Et surtout, et c'est un des points noirs du BICOP escaladé à l'époque, ce qui fait que tous les centres, alors que ce soit surtout aux États-Unis, mais même en Europe, n'ont pas suivi les recommandations allemandes, c'est qu'il y avait une augmentation importante des néoplasies secondaires, surtout les formes aiguës, et notamment les LAM et les myélodysplasies. Là, vous voyez un risque avec le BICOP escaladé qui était plus de 7 fois plus important. Alors, pour pouvoir solutionner et avoir une meilleure idée de l'efficacité du BICOP comparé à un ABVD stricto sensu, il y a eu plusieurs essais qui ont été réalisés. Vous avez les 4 principaux. Alors, souvent, ce n'était pas comparé à 8 BICOP escaladés, c'était une combinaison de BICOP escaladé puis BICOP standard. Et dans ces essais, donc, il y avait un premier de l'ERTC qui avait montré en fait finalement pas de différence en termes de PFS et de survie entre les 2 cohortes. Et dans cet essai-là, pas non plus de différence en termes de survie de cancer secondaire. Et pour les 3 autres, par contre, à chaque fois,
un net bénéfice en termes de contrôle de la maladie de façon précoce. Et ça, maintenant, c'est bien connu. Le Bicop escaladé contrôle mieux les malades et ils rechutent moins, mais au prix de cancers secondaires et d'une toxicité hématologique. Et vous pouvez voir que dans l'essai HD 2000, il y avait 6% de néoplasie secondaire versus 1% dans le groupe ABVD. Il y a eu des méta-analyses qui ont été faites pour essayer de répondre encore à cette question. La première, temporalement, est une étude allemande, je crois, où c'est une revue et une méta-analyse sur 14 essais qui regroupaient 11 chimiothérapies différentes. Et dans cette méta-analyse, la conclusion était plutôt de dire que, bon, d'accord, il y a un avantage en PFS, on le savait, mais que le Bicop escaladé, que ce soit 6 ou 8, augmente quand même une tendance à la survie globale par rapport à un schéma de type ABVD, avec un bénéfice de 7% à 5 ans sur une énorme cohorte de patients. Comme c'était un fratras quand même de beaucoup d'essais, il y a eu une deuxième méta-analyse plus récente qui a repris les 4 essais que je vous ai présentés tout à l'heure, où là, à chaque fois, c'était de la BVD comparé avec du Bicop, avec des schémas un peu variables, un peu plus de 600 patients dans chaque bras. Dans cette étude-là, en fait, donc là encore, une différence de PFS avec 81% de survie sans rechute à 5 ans versus 71. Une différence en termes de cancer secondaire, mais pas très, très significatif, mais encore une fois, surtout centré sur les leucémies aiguës secondaires et les myélodysplasies. Dans cette méta-analyse, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que, en ce qui concerne la survie globale, on a l'impression que, enfin, il n'y a même pas l'impression, statistiquement parlant, dans les 18 premiers mois, il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'on s'éloigne, au-delà de ces 18 mois, il y a un bénéfice à faire du Bicop escaladé en termes de survie globale par rapport à la BVD. Le groupe allemand a bien sûr essayé de réduire cette toxicité et donc au milieu de tous les essais qu'ils ont pu réaliser, il y a eu l'essai HD15. Alors, tous les essais allemands, c'est HD quelque chose, on finit par se paumer à la fin, mais on s'y retrouve après. Dans l'essai HD15, étaient comparés trois régimes, un traitement standard comme dans le HD9 avec 8 cycles de Bicop escaladé, comparé à des cycles de Bicop 14 et un schéma qui ne comporterait que 6 cycles de Bicop escaladé. Et ce qu'a montré cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative en faveur de 8 Bicop escaladé. Au contraire même, vous voyez une survie sans rechute à 90,8% versus 84% pour le schéma le plus intensif des deux, et une survie globale qui avait également été en faveur du schéma le plus court, probablement en raison d'une moindre toxicité à long terme. Et donc, les 6 cycles de Bicop escaladé sont devenus le standard de traitement avant l'ère de la TEP. Tous ces essais sont des essais qui n'ont pas été réalisés avec des évaluations de TEP. Et l'essai a également montré une nette réduction en termes de cancer secondaire et surtout de leucémie aiguë induite. Et donc, le dilemme actuellement, c'est de savoir est-ce qu'on est moins toxique en faisant de la BVD au prix d'un moins bon contrôle de la maladie, ou faut-il, pour tous les patients, faire du Bicop avec un risque de toxicité qui, même s'il est moindre avec le Bicop escaladé, reste présent. Et donc, c'est là que intervient la TEP, et je ne ferai pas l'affront de revenir sur l'excellent cours que vous avez eu tout à l'heure, mais effectivement, la TEP est un puissant facteur pronostic lorsqu'il est réalisé en évaluation intermédiaire, avec, notamment vis-à-vis du fameux score Hasenclever, les Italiens avaient montré qu'il écrasait complètement le caractère pronostic de ce score, et que ce qui comptait, c'était que les malades soient TEP négatifs après de cure pour avoir un bon pronostic, avec une évaluation considérée comme positive la plupart du temps lorsque le score de Deauville est de 4 ou 5, et négatif lorsqu'il est score 1 ou 3. Mais comme on vous l'a dit et comme je vais vous le remontrer, il faut faire très attention parce que ce n'est pas exactement toujours la même évaluation, parfois pas au même moment, c'est le cas dans les localisés, et parfois c'est les scores que l'on considère comme étant négatifs qui changent. Et encore une fois, effectivement,
une des approches, une des données importantes, c'est que la valeur prédictive négative du TEP est excellente et la valeur prédictive positive, elle l'est quand même nettement moins. Et donc, deux stratégies avec la TEP se sont offertes à nous. Soit on exploitait la valeur prédictive négative pour essayer d'identifier les malades qui font très bien et qui n'ont pas besoin d'un traitement aussi intensif que d'aller jusqu'à 6 bicop escaladés ou 6 ABVD pleine dose. Ou alors, il y avait la stratégie était d'escalader les patients qui avaient un TEP positif après une cure moins intensive que ce qu'on pourrait faire, notamment la BVD, et donc de l'escalader. Et donc, l'un des premiers essais qui a été rapporté, c'est un essai britannique qui s'appelle l'essai Rattle, qui lui a posé en fait deux questions en même temps. Un, est-ce qu'on peut désescalader le traitement chez des malades, on parle toujours de malades de haut risque, s'ils sont bons répondeurs après ABVD. Et dans ce cas-là, les patients qui étaient TEP négatifs après 2 ABVD étaient randomisés entre avoir 4 cures d'ABVD ou 4 cures d'AVD, c'est-à-dire on enlevait la bléomycine pour parer la toxicité pulmonaire essentiellement. Et pour les patients qui, eux, étaient positifs après 2 cures, on intensifiait le traitement avec du bicop, soit du bicop 14, soit du bicop escaladé. En termes de caractéristiques de patients, c'est important pour pouvoir se situer par rapport aux autres essais. Dans l'essai Rattle étaient inclus des stades 3-4 et des stades 2 de forte masse. Et vous voyez qu'il y a quand même une prépondérance de malades de stade 2 versus les stades 3-4, avec, même si ce score est imparfait, un score IPS de haut risque qui était de 17%, en sachant que dans le score d'Eisenklever, on sait globalement que même si chaque facteur a un pronostic indépendant et qu'on peut faire cette courbe de survie, c'est vraiment, il y a un cut entre moins de 2 facteurs et plus de 2 facteurs en termes de pronostic. Et donc, dans cet essai, si on regarde le devenir des patients qui étaient donc TEP négatifs, ce qui correspond à une majorité des patients. Donc, ça veut dire que dans leur stratégie, ils ont pu, pour 84% des patients, essayer de désescalader le traitement. Eh ben, il n'y a pas de différence en termes de survie sans rechute pour les patients qui sont TEP négatifs si on enlève la bléomycine. Pas de différence en termes de survie globale non plus dans l'essai. Donc, on peut faire 2 ABVD et 4 AVD chez des patients qui sont TEP négatifs après 2 cures, avec une évaluation intermédiaire. Pour les patients TEP2 positifs, l'étude a montré globalement qu'on arrivait à gagner un peu en survie par rapport, effectivement, comme vous le disiez, Anne Ségolène, les malades qui sont TEP positifs après 2 ABVD, on estime qu'ils sont entre 35-40% de PFS. Là, les chiffres sont meilleurs. Il y a 67% à peu près des patients qui ont une survie sans rechute à 3 ans. Hop là. Ces résultats ont été confirmés par d'autres études. La première, c'est celle du groupe américain. Là, les patients, donc encore que des stades 3-4 cette fois-ci, il n'y avait pas de stade localisé. Et l'idée était de faire 6 ABVD chez les patients qui étaient bons répondeurs, c'est-à-dire score 1, 2, 3 à la TEP, et d'intensifier avec 6 bicop escalader les patients qui étaient TEP2 positifs. Et ben, on voit finalement que la survie, alors la PFS était à 2 ans, mais elle est de 64% pour les malades qu'on a intensifiés. On a dit tout à l'heure qu'on est autour de 67% dans l'essai Rattle, donc un essai qui montre des résultats qui sont assez similaires pour ces patients qu'on intensifie. Un autre essai a posé aussi la question de l'escalade et de la désescalade, c'est l'essai italien, l'HD 0607. Là, la question était pour les patients qui sont bons répondeurs après l'ABVD, après ABVD, est-ce qu'on pouvait, lorsqu'ils étaient TEP négatifs en fin de traitement, se passer de la radiothérapie sur les masses bulky, et pour les patients qui étaient TEP positifs, là encore, après 2 cycles d'ABVD, les patients étaient randomisés entre recevoir du bicop escaladé seul ou du bicop escaladé avec du rituximab. Première leçon de cet essai, les patients qui sont TEP négatifs en fin de traitement
on s'est entériné des choses qu'on commençait à savoir, n'ont pas besoin, lorsqu'ils sont TEP négatifs à 2 cures et à la fin de traitement, d'avoir une radiothérapie de clôture. Il n'y a pas de différence en termes de survie par rapport aux gens qui sont irradiés, que ce soit en PFS ou en survie globale. Pour les patients qui étaient TEP positifs et qui ont donc reçu soit du BiCOP escaladé, soit du rituximab associé avec du BiCOP, on retrouve avec des chiffres de PFS d'autour de 60-65%. Bon, il n'y avait pas de différence entre le rituximab et le BiCOP, mais comme vous pouvez voir, le nombre de patients était quand même assez limité dans chaque bras. 76 patients pour des malades aussi graves et montrer une différence, c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais le concept est là. On gagne en termes de survie sans rechute à intensifier des patients qui sont TEP 2 après 2 ABVD. L'autre stratégie, qui elle repose sur la valeur prédictive négative, c'est de désescalader les patients dont on sait qu'ils vont faire très bien avec du BiCOP escaladé, mais pour lequel on les expose à une toxicité probablement trop importante. Et donc, l'essai français, coordonné par le docteur Casasnovas, qui était l'essai HL 2000 dont on vous a parlé tout à l'heure, randomisé, comparé 2 bras, un bras expérimental où la TEP était décisionnelle, et puis un bras contrôle où on ne tenait pas compte du résultat de la TEP après 2 cures. En termes de méthodologie, c'est quand même un gold standard que d'avoir un bras où on ne regarde pas ce qu'on fait en fonction de la TEP, parce que sinon, ça modifie tout. Les patients qui étaient TEP négatifs dans le bras expérimental avaient, après, seulement 4 cycles d'ABVD, si évidemment ils étaient encore répondeurs après un TEP 4. Les patients qui étaient positifs dans le bras expérimental, donc après 2 cures, continuaient d'avoir le traitement standard. Et pour le bras standard, si le TEP était négatif à 4 cures, ils allaient également jusqu'à 6 cycles de BiCOP escaladé. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, les critères de réponse étaient un peu différents. Effectivement, on a considéré les patients comme étant positifs, ceux qui avaient une augmentation de la fixation de plus de 140% par rapport au foie, de façon à vraiment avoir une limite claire et facilement appréhendable pour les nucléaristes, parce qu'effectivement, parfois, l'évaluation visuelle, c'est très, très compliqué de pouvoir distinguer les choses. Dans cette étude, comme vous pouvez le voir, il y avait assez peu finalement de stade 2. On était à 46% tout à l'heure dans l'essai Rattle. Là, on est autour de 10%. Et puis, une grosse majorité des patients par rapport à l'essai Rattle, là ici, c'est 60% à peu près des malades, avaient un score pronostic supérieur à 3. Donc vraiment des patients de stade avancé, mais plutôt graves, et surtout quand on se compare à l'essai Rattle, probablement un peu plus grave que dans cet essai-là. Je vous ai remis les chiffres ici. En termes de toxicité, eh bien, effectivement, lorsqu'on regarde dans le bras expérimental les patients qui étaient désescaladés à la BVD, on a une très nette diminution des effets secondaires liés au traitement, et on a un peu moins de 2 fois moins. Hop là. En sachant en plus que ces effets secondaires, notamment les formes sévères, surviennent essentiellement, on s'y attendait un peu, mais c'est mieux de le confirmer, au cours des 2 premiers cycles qui comportaient le BiCOP escaladé. Globalement, une fois qu'on arrive à la BVD, il se passe quand même beaucoup moins d'événements sévères. Et ces effets secondaires ont entraîné un arrêt du traitement chez les patients pour toxicité pour beaucoup moins de patients dans le bras expérimental, 6% versus 0,3%. Donc, c'est quand même beaucoup mieux toléré. Il y a aussi beaucoup moins de neutropénie fébrile, beaucoup moins de toxicité plaquettaire et un risque de sepsis et d'infection qui est pas loin d'être 2 fois moins important dans le bras expérimental. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a vu tout à l'heure que pour les Rattle, il y a à peu près 84% des patients qui étaient TEP négatifs. Là, on est autour de 88%, 89%. Et en intention de traiter, en fait, il y a 84% des patients qui ont reçu 2 BiCOP escaladés, 4 ABVD. Donc, une majorité des patients, finalement, se retrouvent avec un traitement qui est beaucoup moins intensif. Moins intensif, mais pas moins efficace. Donc ça, c'est des courbes actualisées de l'essai avec un survie qui est d'un peu plus de 5 ans, où on montre que le bras expérimental a une survie qui est tout à fait superposable à celle du bras standard, la PFS étant en intention de traiter de 86% à peu près, et donc avec une survie qui, comme toujours en première ligne dans la maladie de Hodgkin, est très très bonne.
Le groupe allemand a lui aussi tenté de faire plus que tenté, a fait un essai de désescalade, toujours avec le BICOP escaladé, où là, la question était double encore. Les malades qui étaient TEP négatifs étaient randomisés entre soit avoir une drastique diminution du nombre de chimiothérapies, c'est-à-dire avec un total de 4, ou recevoir le standard de traitement, qui au départ était 8, et qui après a été 6, l'essai ayant été amendé à la suite de l'essai que je vous ai montré tout à l'heure, l'HD15, puisque le standard a changé. Pour les patients qui étaient TEP positifs, la randomisation initiale, c'était de comparer du BICOP escaladé avec ou sans rituximab, comme dans l'essai italien, avec pareil, initialement, les patients recevaient 8 cycles, et puis lorsque ça a été amendé, ils n'ont plus reçu que 6 cycles et on a arrêté de les randomiser. Donc, il y a moins de patients au final que prévu dans le bras de randomisation avec le rituximab. Dans cet essai, alors les cuts ne sont pas exactement les mêmes. On se rapproche probablement plus en score IPS de l'essai Rattle, avec des patients peut-être un petit peu moins graves dans l'HL, mais là, sur ces données-là, ce n'est pas très facile parce que le cut a été fait à 3. Pas mal de malades qui étaient de stade 2 bulky, environ globalement, je crois que c'était 12%. Pour ce qui est des patients TEP négatifs, la première analyse qui couplait donc des patients qui ont reçu 6 BICOP escaladés ou 8 BICOP escaladés avant l'amendement et les 4 BICOP escaladés, la première analyse montrait pas de différence en termes de survie sans progression. Mais attention, dans cet essai, les malades étaient considérés comme étant TEP positifs s'ils étaient score 4-5, comme partout, mais de score 3 aussi. Donc forcément, on a un groupe de pronostics entre guillemets plus mauvais, vous allez voir, les survies sont au-dessus des courbes des autres, mais parce que dedans, on a mis des malades qui vont plutôt bien, qui sont ceux qui ont des TEP de score de Ville 3 après 2 cycles de BICOP escaladé. Et donc, les survies étaient de l'ordre de 91% pour 8 cycles et même 95% de survie sans progression pour 4 BICOP escaladés avec des survies globales excellentes. À 5 ans, les données ont été actualisées. Cette fois-ci, on s'est concentré sur ce qui était post-amendement, c'est-à-dire les malades qui ont reçu 6 BICOP escaladés et les autres 4 BICOP escaladés. Et là encore, pas de différence en termes de PFS, autour de 91%, et toujours une excellente survie. Alors, il faut savoir qu'à posteriori, le groupe allemand a communiqué et a regardé ce que devenaient les malades, ce que seraient devenus les malades s'ils avaient été considérés comme TEP négatifs après 3 cycles. Et globalement, les résultats semblent être les mêmes. Mais c'est des données qui ont été, je crois, rapportées dans une lettre. Mais dans leur essai, c'était quand même le TEP était négatif à score 1 et 2. Pour les patients qui étaient TEP positifs, comme dans l'essai italien, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de patients, le rituximab, ce n'est pas la panacée. Il n'y a pas de différence avec le groupe BICOP escaladé sans rituximab, mais la survie de ce groupe TEP dit positif est tellement bonne que ça a été difficile de montrer une différence. Vous voyez que là, la PFS est d'ordre de presque de 90%, mais encore une fois, dedans, il y a des malades qui n'auraient pas dû être dedans, quoi, les patients qui étaient score de Ville 3. En termes de tolérance, le BICOP escaladé, on s'y attend, c'est moins toxique. Il y a moins de mortalité induite par le traitement, 60 versus 40%. En termes de tumeurs secondaires globales, c'est pareil, mais il y a quand même nettement moins de leucémie aiguë secondaire ou de myélodysplasie avec un facteur de 4. Et surtout, et ça c'est assez notable, il n'y a eu aucun décès lié au traitement dans le groupe de patients qui a reçu 4 BICOP escaladés vis-à-vis des autres. Et 1% de mortalité quand on a 20 ans, ça compte. Troisième alternative, c'est combiner nos entre guillemets anciennes chimiothérapies aux nouvelles molécules. Vous savez que donc, jusque dans les années 2010, on avait les cytotoxiques point barre à la ligne, et puis est arrivé le brentuximab vedotin que vous utilisez donc régulièrement, qui est un anti-CD30 qui est couplé à un poison du fuseau, la monométhyloristatine. Et c'est en 2012 qu'a été rapporté des essais assez prometteurs chez des patients qui étaient réfractaires, post-autogreffe, en rechute, avec un taux de réponse qui était à l'époque assez inégalé, de 2 tiers des patients mis en réponse, dont plus d'1 tiers en rémission complète.
Et donc, évidemment, il était extrêmement tentant de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas incorporer ce médicament à notre première ligne de chimiothérapie? Et donc, il y a un essai international, multicentrique, ouvert et randomisé, qui est l'essai Échelon 1 qui a eu lieu et qui a comparé 6 cycles d'ABVD à 6 cycles d'AVD. Alors, effectivement, on se dit, mais pourquoi avoir gardé 2 poisons du fuseau dans la même chimiothérapie? C'est surtout parce que l'abléomycine et le brentuximab, ça ne se passe pas bien en termes de toxicité. Donc, c'est ce schéma-là qui a été gardé. Le standard, c'était 6 cycles. Et l'objectif, c'était une amélioration de la PFS modifiée. Et ça aussi, c'est un critère important. Cette PFS modifiée, c'est les critères habituels de décès, de progression. Mais le caractère modifié, c'est qu'en fait, si les patients avaient un traitement en plus au bout de 6 ABVD, s'ils avaient un TEP positif de score de Deauville 4 ou 5 et qu'ils avaient par exemple de la radiothérapie, on considérait ça comme étant un événement et censuré. Dans cet essai, il n'y avait que des stades 3-4. L'essai a montré un avantage en termes de survie sans progression selon la définition de leur forme modifiée, avec une PFS de 82%. Vous voyez quand même un petit peu en dessous de ce qu'on obtient avec les chiffres de BICOP. Et pour la BVD, 64% de survie à 6 ans. Initialement, pas de différence en termes de survie globale pour les patients, mais la mise à jour de l'année dernière a montré un avantage en termes de survie globale pour le bras comprenant le brentuximab, avec 93% de survie versus il y a un chiffre qui a sauté, qui était 90%. En fait, cette différence qui n'était pas visible au départ, elle est liée au décès tardif. Et vous pouvez voir qu'il y a eu 39 décès tardifs liés à une toxicité ou des cancers versus 64. Et en fait, on s'aperçoit dans l'essai que d'abord, il y a 11 malades qui sont décédés d'une toxicité de la bléomycine. C'est quand même un truc assez incroyable. Et que la majorité des cancers survenus sont survenus dans le bras ABVD, beaucoup moins dans le bras AVD. Et autant on peut se dire que, bon, d'accord, il y a moins de toxicité pulmonaire, mais on ne voit pas pourquoi le brentuximab protégerait des néoplasies secondaires. Donc, et si on enlève ces 2 facteurs de mortalité-là, il n'y a plus de différence en termes de survie globale. Par ailleurs, alors que le principal défaut du BICOP escaladé, enfin un de ses défauts, c'est la toxicité hématologique immédiate, l'ABVD ou la bléomycine est remplacée par le brentuximab, c'est plus toxique sur le plan hématologique. Il y a plus de neutropénie fébrile. On ne peut pas se passer de facteur de croissance, c'est-à-dire l'essai a été amendé en cours pour que ce soit fait systématiquement. Quand on met 2 poisons du fuseau dans une même chimiothérapie, ce qui est à peu près la seule chimiothérapie au monde à avoir ce type de profil-là, on a plus de neuropathie périphérique dans le bras avec le brentuximab. Et il n'y a pas que la BVD qui a été incrémentée avec le brentuximab. Les Allemands aussi ont essayé de créer une chimiothérapie avec cette nouvelle molécule et en essayant de d'élaguer les molécules toxiques de leur BICOP escaladé. Il y a donc une phase 2 qui a été rapportée où la bléomycine a été remplacée par le brentuximab, si on peut dire. La vincristine a été éliminée des 2 schémas qui sont donc le BRECAD et le BRECAP. Et globalement, l'idée, c'était de remplacer la procarbazine par de la dacarbazine, comme dans la BVD, de façon à avoir moins de toxicité. Voilà le schéma de l'étude. Globalement, la conclusion, c'est quand même que faire donc le BRECAP et le BRECAD est moins toxique que le BRECAP, c'est-à-dire quand on met de la dacarbazine, ça se passe quand même mieux. Et l'incorporation du brentuximab dans ces chimiothérapies-là, en enlevant la vincristine, mais finalement, ça se passe assez bien en termes de toxicité neurologique pour les patients. Bon, en termes de réponse, on est dans des chiffres assez constatés, c'est-à-dire d'avoir modifié le schéma, on n'a pas l'impression que ça impère l'efficacité sur la PFS du BRECAD et du BRECAT. Et là, le nombre de patients n'était pas suffisant pour montrer une quelconque différence. Autre
nouvelles molécules ayant été incorporées dans les schémas de traitement, c'est les checkpoint inhibiteurs, les anti-PD-1. Donc, vous savez qu'il y en a deux utilisés en hématologie, qui sont le nivolumab et le pembrolizumab, à la suite de phase 2 chez des malades ayant été multitraités, exposés ou non au BV. Pas de phase 3 encore pour l'instant, mais il y a, j'en citerai deux études qui ont essayé de combiner ces molécules avec de la BVD, et à chaque fois avec un modèle séquentiel, c'est-à-dire que les patients reçoivent en règle générale quelques cycles de l'anti-PD-1 avant, puis la BVD soit seule, soit en association. La cohorte D de l'essai de Checkmate, les patients recevaient 3 cycles de nivolumab, 4, pardon, puis après 6 cycles d'ABVD et de nivolumab avec une injection de nivolumab à chaque fois qu'ils avaient la BVD, donc ils avaient 12 injections au total. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette étude, c'est que d'abord, rien que de faire du nivolumab en monothérapie, ça permet de mettre à peu près 2 tiers des patients en réponse. Comme souvent et surtout initialement, les anti-PD-1 donnent des réponses souvent partielles dans un premier temps. Donc, on a une majorité de réponses partielles, mais finalement, une fois qu'on a fait la totalité du traitement, on obtient des taux de rémission complète qui sont autour de 85% et une survie sans progression qui était de l'ordre de 92%. C'est un peu plus toxique, ça donne un peu plus de neutropénie et d'aplasie fébrile. Un essai comparable a été réalisé avec le pembrolizumab. Et donc là, le schéma, c'est que les patients recevaient 3 cycles de pembrolizumab, puis après de l'AVD, mais sans forcément avoir du pembro. En monothérapie, 40% de malades étaient en réponse avant de commencer la chimiothérapie. Et en fin de traitement, des taux formidables de 100% de rémission complète et avec une courbe de PFS qui est sans aucun événement. Donc, combiner ces molécules aux anciennes chimiothérapies, ça semble plus efficace, très clairement. Toxicité, c'est à discuter. On n'a pas l'impression qu'avec les anti-PD-1, ça change grand-chose, mais le brentuximab, en tout cas dans la BVD, c'est plus toxique que la BVD. Les perspectives de tout ça, eh bien, l'étape d'après pour le groupe allemand, c'est de comparer leur nouveau schéma standard, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est le BRECAD, donc ce BICOP avec de la dacarbazine et du brentuximab, alors BICOP escaladé. Le standard de traitement étant 4 cycles de chimiothérapie pour les malades qui sont bons répondeurs, que ce soit du BRECAD ou du BICOP escaladé, avec 6 cycles pour les malades qui sont positifs. Et j'ai un doute, mais je crois que là, les patients considérés comme TEP positifs sont des patients qui auront un score de Deauville de 4 ou 5. Je crois qu'ils ont corrigé le tir. Pour ce qui est des anti-PD-1, il y a un essai randomisé qui est en cours qui compare l'AVD avec le brentuximab et un essai où l'AVD est combiné avec un anti-PD-1 qui est le nivolumab. L'autre manière d'améliorer les choses, et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'incorporer des nouvelles données TEP. Le volume métabolique semble, en tout cas pour l'instant, l'un des éléments le plus avancés pour nous aider à déterminer quels sont les patients qui sont le plus de risque de rechuter, sauf si ce n'est encore plus les patients qui font mal pour, là peut-être pour le coup, intensifier ces malades-là. Et puis incorporer les nouvelles données, qui sont notamment l'évaluation de l'ADN tumoral circulant, qui est un outil très fin d'appréciation de la réponse des malades, complémentaire à la TEP, à tel point qu'actuellement, l'essai rafting dont on vous a parlé tout à l'heure incorpore cette donnée-là dans le suivi des patients. C'est pour des malades qui ne sont pas de haut risque. L'effet rafting, c'est pour des malades localisés. Donc, en conclusion, ABVD ou BICOP, escaladé, j'aurais de mettre. Je pense que, alors, actuellement, on fait beaucoup de centres font de l'HAL. Je pense que, et ça, c'est très français, allemand, plus ou moins européen, mais par exemple aux États-Unis, pas du tout. Mais je pense que ça dépend aussi vraiment du profil de patient, de la toxicité qu'on cherche à éviter vis-à-vis de la fertilité, etc. Car évidemment, tous ces essais, pour l'instant, n'ont pas livré
toutes leurs substances scientifiques moelles. On attend beaucoup de vérifier s'il va y avoir un impact sur la survie à long terme, notamment sur la diminution des cancers. On commence à avoir des données de différence de fertilité. Dans l'HAL, on sait que même s'il n'y a pas de différence chez les femmes en termes de grossesse observée, il y a des paramètres biologiques qui montrent que les patientes qui ont été désescaladées ont une réserve ovarienne qui est supérieure à celles qui ont reçu le traitement standard. Et puis, eh bien, les schémas avec les nouvelles molécules, probablement l'amélioration des survies à venir, surtout de la toxicité. On sait déjà dans les CH21 que je vous ai montré que pour l'instant, le Brecad est au moins toxique que le Bicop, ça on s'y attendait, et que la survie du groupe, de l'intégralité du groupe traité est excellente, et ça laisse probablement montrer que ça sera moins toxique et tout aussi efficace. La question, c'est l'évaluation évidemment du coût de la toxicité économique de ces traitements. Tout en sachant que, et je clôturerai là-dessus, je vous ai montré tout à l'heure le fait que dans les années 2000, les cancers secondaires tuaient plus que la maladie de Hodgkin, et on voit que cette tendance s'inverse. L'année dernière, il y a 2 ans à Cologne, il y avait les Danois qui sont toujours très très forts dans les études de registre, montrent que maintenant, il y a quand même nettement moins d'effets secondaires et de cancers induits par le traitement, et que la maladie de Hodgkin reste au-dessus des toxicités à long terme. J'ai fini. Merci Thomas. Allez, deux petites questions max. On essaye d'avancer. Pour Thomas. Ouais. Le rationnel du rituximab. C'est une bonne question. Il y avait déjà eu des essais avec l'ABVD, certains essais avec l'ABVD avaient montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice en termes de survie, l'idée étant surtout cibler le micro-environnement avec le rituximab. Ouais. J'ai sidéré tout le monde. Alors, c'est une très bonne question parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas dit. Le vrai souci du Bicop, c'est que tous les essais avec le Bicop ont été faits chez des malades qui avaient moins de 60 ans. Dans l'échelon 1, les malades de l'inclusion n'avaient pas de limite d'âge, c'était plus de 18 ans, donc il y a des patients qui avaient plus de 60 ans. Néanmoins, c'est probablement assez toxique quand même. Et par ailleurs, dans les études d'efficacité, en fait, on s'aperçoit que le bénéfice en termes de PFS, il disparaît chez les patients qui ont plus de 60 ans. Donc, probablement que ce n'est pas un bon traitement pour les patients de 60 ans. Donc,